Ben justement, à la fin de Vers une écologie de guerre, vous voyez une espèce de sortie à la fois de l'irénisme libéral environnementaliste et de l'anti-écologie néolibérale en même temps, d'une certaine façon, euh, au début des années 2020. Euh, et ce que vous voyez comme grosse différence, c'est que jusque-là, les questions environnementales et climatiques, et on distinguera les deux dans la question suivante, elles étaient pensées de deux manières, soit comme une contrainte à l'économie, c'est-à-dire qu'il faut faire avec, mais quand même en minimisant autant qu'il est possible, soit au contraire, comme vous venez de l'expliquer, comme une espèce d'idéal normatif à laquelle chacun doit se rendre. Or là, soudain, c'est plus ça, avec la Chine évidemment qui lance la manœuvre, mais c'est ensuite repris par les Bidenomics et l'administration Biden, et dans une moindre mesure par le pacte vert européen. C'est l'idée que il y a un retour d'une espèce de compétition, mais c'est un peu la compétition pour qui arrivera au net zéro avant. Alors évidemment, la manière dont ça se passe peut être questionnée, puisque en tout cas au niveau des États-Unis, ça se fait essentiellement par du dérisking, du dérisquage, qu'on a vu avec Daniela Gabor notamment, c'est-à-dire c'est l'idée que c'est pas vraiment l'État qui investit, mais l'État facilite les investissements privés. Du côté chinois, là, c'est effectivement l'État qui investit, mais ce n'est pas la planification la plus démocratique qu'on puisse imaginer. Mais néanmoins, euh, il y a là autre chose qui est le retour, la sortie d'un espèce d'irénisme onusien pour une compétition rude, puisque c'est aussi le moment où les tensions commencent à s'exacerber entre les États-Unis. Elles avaient déjà commencé sous Trump 1, mais elles ne diminuent pas sous Biden. Mais c'est une compétition que vous pensez potentiellement prometteuse, puisque c'est effectivement une compétition pour arriver au net zéro. Donc la question est de savoir quelles étaient, à ce moment-là en tout cas, à la fois les nouvelles opportunités, mais aussi les nouveaux risques de ce retour des politiques industrielles. Oui. Alors, posons peut-être d'abord les choses de manière en fait, plus classiquement philosophique, en conceptualisant. Donc, on peut conclure de ce que j'ai dit auparavant et de ce que j'explique dans le livre, que l'énergie étant à la fois une force productive et un capital stratégique, c'est sous ces deux visages qu'on doit la considérer si on veut décarboner, sortir de la dépendance fossile. Une dépendance qui manifeste ses effets dans les structures industrielles, emploi, productivité, et puis qui manifeste ses effets dans les structures géopolitiques. Déjà, on peut parler de ça. Si maintenant, donc, on veut vraiment tirer les conséquences de ces constats, alors ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Ça ne peut vouloir dire que euh, 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 si décarbonation il y a, elle va, s'il existe, se produire sous l'impulsion d'un État ou d'un ensemble d'États qui vont y rechercher un vecteur de puissance. Voilà. Tant qu'on en reste à un débat consistant à dire c'est un sacrifice, c'est un fardeau qu'il faut partager, etc., etc., alors on peut dire que les chances de succès d'un point de vue réaliste sont proches du néant. Alors par contre, c'est vrai que adopter cette perspective réaliste, comment dire, c'est coûteux aussi. Hein, parce que ça veut dire, par exemple, que peut-être les opérations par lesquelles un État va dire la lutte contre le changement climatique, c'est nécessaire, c'est prioritaire, parce qu'on y trouve la puissance, ça va être en soi un vecteur de déstabilisation géopolitique. Donc c'est pour ça que la thèse de l'écologie de guerre, c'est pas une thèse, et ça aussi, ça a suscité quand même pas mal de malentendus, surtout à gauche d'ailleurs, qui consiste à dire ça y est, c'est génial, on a la solution. C'est pas du tout ça. Ça consiste à dire on est en train de vivre effectivement un tournant, et je maintiens que c'en est un, y compris après Trump, deuxième version, un tournant par lequel
il est devenu évident que si transition il y a, elle va se modeler, enfin en tout cas subir la structuration par des contraintes de sécurité, d'hégémonie, de rapport de force. C'est ça que ça veut dire, et voilà, on peut dire sur un plan conceptuel ou quasiment axiomatique, si on veut une transition, il faut que des leaders internationaux, des détenteurs de puissance, ils voient un intérêt. Et ils voient un intérêt au-delà même de la simple idée d'un événement qui remet en jeu l'existant par des risques directs, quoi. Bon, donc effectivement, le premier pays où cette idée apparaît, c'est la Chine. La Chine, comme elle a été en quelque sorte épargnée, ou comme elle a su s'épargner des conséquences de la crise financière de la fin des années 2007-2008, n'arrête pas d'investir dans l'innovation, dans le domaine du solaire notamment, des batteries, des technologies bas carbone en fait. Alors qu'au même moment, l'Europe arrête quasiment de le faire au nom de l'austérité. Aux États-Unis, c'est un peu moins net, mais il y a un affaissement quand même. Donc c'est là qu'avant 2008, l'Europe est le centre de gravité des technologies bas carbone, et puis elle cesse de l'être à ce moment-là. C'est une des conséquences qu'on discute peu, mais qui est quand même importante, du réflexe austéritaire suite à la crise de 2007-2008. Vous l'avez dit, au moment du Covid, en gros, une stratégie similaire émerge aux États-Unis. J'aime bien montrer à mes étudiants un discours que fait Anthony Blinken, donc secrétaire d'État de l'administration Biden, où il dit l'action pour le climat, c'est win-win. On gagne sur le plan du climat, on revient dans le multilatéralisme, on croit à la science, on est des bons citoyens globaux, mais c'est aussi la lutte contre la concurrence c'est la lutte dans la concurrence avec la Chine. On va reprendre le leadership sur les chaînes de valeur solaire, électrique, éolien. Par là, c'est peu du nucléaire. Mais... Donc il y a une incitation, on peut dire, désintéressée, la lutte universelle pour l'habitabilité de la planète, mais il y a surtout une lutte intéressée pour des nouveaux secteurs industriels, l'atténuation des responsabilités potentielles de l'armée américaine, parce que sinon elle va être trop occupée sur des fronts d'adaptation, donc il faut la soulager. Et puis bien sûr, et c'est quand même, si on suit la lecture d'Adam Tooze, c'est l'argument principal, je sais pas, la confrontation avec la Chine. En tout cas, c'est évident que c'est dans le tableau. En fait, le document qui est à l'origine de tout ça, c'est un document de la Fondation Carnegie, qui en gros essaye de lier la récupération électorale de la classe moyenne par les démocrates à la question de la transition. En gros, il ne faut pas laisser la classe moyenne penser qu'elle est vulnérabilisée par le déclin des secteurs fossiles, il faut lui redonner un avenir dans d'autres secteurs, et comme ça, elle va revoter démocrate, et en plus, on va répondre aux défis climatiques. Donc effectivement, tout le monde le dit, ça devient la doctrine officielle, en quelque sorte, de Biden. Bon, après, évidemment, entre les doctrines et les réalités, il y a toujours des différences assez importantes. Le plan ARA est à la fois dans les instruments qu'il utilise, dans l'ampleur de sa mise en œuvre, est beaucoup trop limité. Ses conséquences n'ont pas pu se faire sentir avant les nouvelles élections fin 2024, avec les résultats qu'on sait. Donc, si on le dit dans le langage de mon dernier livre, ils n'ont pas eu le temps ni réellement mis en œuvre les moyens pour constituer une coalition climat de nature à protéger les États-Unis contre une reprise de pouvoir par la coalition fossile. L'Union européenne suit une trajectoire similaire, d'ailleurs même un petit peu avant les États-Unis, puisque le Green New Deal est voté en décembre 2019. C'est exactement la même chose. Vous lisez les discours de cadrage de von der Leyen, les discours de cadrage de l'administration Biden, et d'une certaine manière les discours de cadrage de l'administration chinoise, c'est vraiment la même chose. C'est nouvelles technologies, recherche fondamentale, nouveaux secteurs industriels, promesses d'emploi, préservation du climat, compétition géopolitique. C'est vraiment la doxa partagée par tout le monde. D'ailleurs, c'est aussi le retour de cette rhétorique de la frontière. J'étais frappé par Absolument.
Notamment en cette Chine. référence à Vannevar, Bush. Notamment en Chine, le moment Manhattan, le moonshot, effectivement, on commence à réentendre ces trucs-là. Bon, à ce moment-là, moi, je regarde tout ça un petit peu sous l'influence d'Adam Tooze, parce que c'était un historien de la Seconde Guerre mondiale, voit tout de suite qu'il y a une réactivation, effectivement, de cette idée, de ce lien entre frontières technologiques, rapports de force géopolitique et économie politique. Donc je rentre dans ces débats avec lui, d'ailleurs en fait moins avec Adam directement qu'avec tout un tas de personnes qui réfléchissent à l'économie politique de la transition. Je comprends, en tout cas j'essaie de prendre au sérieux cette idée comme quelque chose qui peut donner un point de fuite politique pour toute l'histoire que par ailleurs je racontais. Enfin, j'ai fait un peu les deux en même temps, quoi. Et puis évidemment, au milieu de tout ça, il y a la guerre en Ukraine, qui elle aussi déclenche des mécanismes similaires, hein, où l'Union européenne dit nous allons couper l'interdépendance énergétique, enfin la dépendance énergétique à l'égard de la Russie, pour en même temps saper son effort de financement de la guerre et accélérer sur le plan de la décarbonation. Donc ça, c'est à ce moment-là, hein, en fait, que suite à une incitation de Bruno Latour, je forge le concept d'écologie de guerre, qui après devient le chapeau plus général sous lequel je mets l'histoire de l'énergie comme ressort stratégique. Alors, maintenant, est-ce que, pour répondre à la question vraiment, est-ce que ça veut dire qu'il fallait croire ou qu'il aurait fallu croire à la bonne foi de l'administration Biden, de von der Leyen, etc., quand ils nous ont dit « nous allons décarboner pour des raisons géostratégiques ». En fait, ce n'est pas vraiment la question. La vraie question, c'est quelque chose se passe dans la construction de la légitimité de l'action climatique. Et à cet égard, c'est un tournant sur lequel nous ne sommes pas revenus. Par contre, ce qui s'est produit après la publication du livre, et que vous allez me dire peut-être que j'aurais pu l'anticiper, mais bon, enfin, moi je ne fais jamais d'anticipation, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, enfin, en gros, hein, Trump nous fait le coup que nous a fait Poutine. Il dit « Ah bon, vous voulez décarboner ?» Mais ça, les amis, c'est une déclaration de guerre. Parce que ça veut dire que je perds du fric et vous mettez en danger mon tissu industriel, mon emploi, mon électorat. Donc, il active la dépendance militaire de l'Europe à l'égard des États-Unis en disant si vous voulez garder le parapluie, il faut acheter du gaz. C'est surtout le gaz hein, aujourd'hui. Donc, on se retrouve à l'égard des États-Unis dans une situation similaire à la situation que nous avons connue à l'égard de la Russie, sous une forme un tout petit peu moins brutale, mais quand même. Enfin, d'un point de vue matériel moins brutal, mais d'un point de vue géopolitique beaucoup plus, parce que c'est un allié. Il n'est pas contredit aujourd'hui que l'action climatique se construit sous une modalité stratégique, ce qui n'était pas le cas auparavant, pas du tout. Je ne change pas d'avis quant à la signification normative de cet événement, c'est une avancée. Alors c'est une avancée douloureuse, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que cela signifie une certaine forme de militarisation de l'action climatique. Donc, quand je dis que c'est une avancée, ça ne veut pas dire que c'est une perspective de libération utopique de l'avenir. Très 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 loin de là. Mais c'est un vecteur réel de décarbonation. Ouais. Le revirement des États-Unis suite à la réélection de Trump montre à quel point il est difficile pour un pays comme ça de sortir de cette dépendance. Ça doit être l'objet d'une construction politique. Effectivement, la critique que fait Daniela Gabor de la stratégie par de-risking, là pour le coup est vraiment, comment on peut dire, est vraiment confirmée hein, par les processus récents. Je pense qu'elle avait raison, elle et d'autres, mais c'est quand même surtout elle, de dire que la recette en termes de politique publique n'était pas à la hauteur du défi. Alors par contre, là où j'aurais, si ce n'est un désaccord, en tout cas une variation par rapport à ce qu'explique Daniela Gabor, c'est qu'il ne me semble pas non plus que le recours au Big Green State soit tout à fait à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on le voit très bien en Europe,
il n'y a pas, et ça donc c'est la coalition climat, il n'y a pas à ce jour de demande démocratique explicite pour la constitution de ce Big Green State. Donc on peut toujours dire c'est ce qu'il faudrait, et moi j'ai pas de problème avec le fait que des économistes disent voilà ce qu'il faudrait, ce serait un peu gonflé de la part d'un philosophe, mais par contre je constate et j'essaie de théoriser le fait que pour l'instant ce n'est pas le cas.